Il me revient de vous présenter donc nos deux modérateurs pour l'entretien de ce soir. La première, c'est notre sœur Heidi Duvachini, qui est une sœur de la Grande Loge féminine de France, ça vous vous en doutez, et qui est en fait directrice d'établissements hospitaliers, si j'ai bien compris, de plusieurs établissements hospitaliers dans le cadre d'une fondation sans but lucratif. Elle est diplômée en économie de la santé et en gestion hospitalière, et également en pathologie psychiatrique. Je pense que dans les établissements qu'elle dirige, toute une partie est consacrée aux problèmes, on va dire, des femmes au sens large. Elle est administrateur par ailleurs dans de nombreuses associations, dont Intertis, consacrée à la culture et à la santé. Elle est passionnée de montagne, elle ne le dira pas, mais on peut le dire. Et elle a travaillé assez souvent, très, très longtemps en Afrique, lors de son enfance et de son adolescence, en Afrique centrale, au Zaïre et au Congo. Voilà, Elle y est née. Je ne sais pas si elle y a travaillé, mais elle y est née. quasiment, oui. Elle est arrivée à l'âge de 20 ans, je pense. Voilà. Voilà donc pour vous présenter Heidi Giovacchini, qui est une sœur de la Grande Loge féminine de France depuis facilement une bonne dizaine d'années, je pense maintenant. Sauf erreur de ma Presque 20 ans, Alain Noël. part. 20 ans, j'ai oublié. Le deuxième modérateur, c'est Gaston Paul-Effa, qui est un frère de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, que nous connaissons les uns et les autres depuis longtemps parce qu'il participe à de nombreux salons du livre comme auteur et écrivain. Gaston Paul est philosophe, entre guillemets, professeur de philosophie. Il enseigne la philosophie dans l'Est de la France. Ceux qui le connaissent sauront très précisément où. Et par ailleurs, il est écrivain. Et je vous conseille de lire un petit livre qui est un bijou, qui s'appelle Le Dieu perdu dans l'herbe, et qui est une merveille de pensée maçonnique et un peu africaine et très philosophique. Voilà nos deux modérateurs. Il nous reste à donner la parole au professeur François Laplantine pour son exposé. Donc Marie et moi, nous allons nous retirer, de même que les modérateurs qui réapparaîtront à la fin de l'exposé de François Laplantine. Merci à tous, à tout à l'heure. François, vous avez la parole. Bonsoir et merci. Je remercie le Collège maçonnique de cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est la seconde fois que je suis invité en maçonnerie. Il y a quelques années, j'étais invité dans une loge du droit humain à Paris. Vous allez vous apercevoir assez vite qu'il y a des affinités entre la pensée que je vais vous présenter, que j'appelle la pensée métisse, et la pensée maçonnique. Mais il va y avoir aussi sans doute des différences. Je vais d'abord dissiper un malentendu qui tient à l'inflation du terme métissage, qui est souvent utilisé par une idéologie journalistique pour désigner des manifestations musicales exotiques, des produits gastronomiques aux saveurs épicées. Et souvent, on prononce le mot métissage simplement pour désigner le thème vague de la rencontre qui consiste à mélanger des éléments épars. Et ça, ce n'est pas très intéressant. Si vous mélangez toutes les couleurs, vous obtenez du gris. Si vous mélangez tous les sons, vous obtenez du bruit. Et ce qui est obtenu, c'est du bric-à-brac, du kitsch, du patchwork. Et le métissage ainsi conçu n'est pas une pensée. Donc avec des collègues, nous avons cherché à transformer la notion de métissage, non pas en concept, je vous dirai plus tard pourquoi, mais en mode de connaissance. Et je dirais pour commencer que le métissage a toujours existé historiquement sur fond d'anti-métissage, comme le voyage, le nomadisme, la migration, l'exil, sur fond de sédentarité. C'est facile d'identifier le métissage. L'anti-métissage, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec la victoire de Donald Trump, au Brésil avec Bolsonaro, en Angleterre avec le Brexit, qui est la revanche des sédentaires sur les nomades. Et il suffit d'évoquer la ronde contemporaine des nationalismes en Birmanie, en Hongrie,
au nord de l'Inde, où 3 millions de personnes sont déchues de la nationalité parce qu'ils ne sont pas considérés comme de vrais hindous. L'anti-métissage, c'est la production de catégories d'identité, de stabilité et d'antériorité qui privilégient l'ordre et l'origine en opposant le pur et l'impur, le nous et les autres. Or, la plupart des sociétés reposent sur le refus du métissage. Même dans ces Amériques que l'on qualifie de métisses, dans les sociétés non pas ataviques mais composites, comme dit Glissant, ce sont des sociétés formées dans le système raciste et paternaliste des plantations à partir de la rencontre des maîtres portugais et espagnols et des Blancs. Eh bien, il y a eu le refus de la composante noire de la société. C'est des sociétés qui ont entretenu une véritable obsession chromatique, une véritable phobie de la couleur noire, qui a donné lieu à la constitution de nombreuses échelles de couleurs, allant du blanc le plus clair au noir le plus foncé. La société brésilienne, dans laquelle j'ai travaillé pendant plus de 30 ans, produit, valorise, mais aussi réprime le métissage, et néanmoins, c'est une des sociétés les plus métisses de toutes. Par métisse, je veux dire la reconnaissance des autres en nous et non pas à côté, ainsi que l'acceptation du multiple comme valeur constituante. Donc, ce qu'on appelle métissage est souvent confondu avec son contraire, qui est le syncrétisme, l'osmose, la symbiose, la dissolution des singularités dans une totalité, dans aujourd'hui une espèce de gelée mondialisée, et la résolution des contradictions. Pour penser le métissage, il nous faut renoncer à la logique de l'identité. En quelque sorte, rassasier, il nous faut renoncer à la logique de l'avoir, de la propriété, et je vais contredire peut-être ce que vous avez dit dans la présentation, il nous faut effectuer une expérience qui n'est ni celle de l'identité, ni celle de l'altérité. Je vais remettre en question ces deux notions. Il nous faut effectuer une expérience de ce que Freud appelle l'étrangeté. Il appelle l'inquiétante étrangeté, étrangeté entre soi-même et d'autres, et étrangeté à l'intérieur de soi. Le métissage, ce n'est pas nécessairement euphorique, c'est souvent une tension douloureuse que peuvent ressentir physiquement ceux qui ne sont ni noirs ni blancs, mais métis, parce qu'une partie de soi participe de la couleur et de la culture des descendants des esclaves, alors qu'une autre partie participe de la couleur et de la culture des descendants des maîtres. Ça veut dire que une partie de soi est marquée chromatiquement par une trace d'infamie et est susceptible de réactiver de la révolte ou de la honte, et une autre partie de soi est marquée par une trace de domination et est susceptible de réactiver de la culpabilité. Alors moi, j'aime beaucoup ce que nous dit Octavio Paz, l'écrivain mexicain. Vous savez, il écrit: dans chaque Mexicain, il y a une partie aztèque de soi qui n'arrête pas de se chamailler avec une partie espagnole. Ce qui fait obstacle à la constitution d'une pensée métisse, c'est que pratiquement toutes les épistémologies dont se réclament les sciences humaines, ne vous inquiétez pas par le mot épistémologie, ça veut dire théorie de la connaissance, sont des épistémologies de la séparation. À bien des égards, nous sommes restés cartésiens, c'est-à-dire enfermés dans
le dualisme du sujet et de l'objet, de l'âme et du corps, de l'intelligible et du sensible, où nous sommes restés weberiens. Max Weber sépare le savant et le politique. Et ce que je vous propose, c'est un mode de connaissance qui n'est ni la séparation ni la fusion, que j'ai proposé d'appeler épistémologie de la traduction. Si vous remplacez le mot métis par le mot traduction, ça ne me gêne pas du tout. Nous croyons souvent qu'il n'y a que deux positions anthropologiques et politiques possibles. D'un côté, une position différentialiste, qu'on appelle aux États-Unis et au Canada multiculturaliste, qui renvoie chacun à ses origines, et inversement une position d'intégration que l'on appelle en France républicaine, l'assimilation à la française, un modèle qui était revendiqué par les candidats de droite extrême et d'extrême droite dans les dernières élections. C'est le modèle de l'unité de la fusion qui vise la dissolution des singularités. Or, une pensée métisse contredit précisément la polarité de l'homogène et des hétérogènes et ouvre une autre voie qui n'est ni la fusion totalisante de l'homogène, qui dirait par exemple tous français de la même manière, ni la fragmentation différentialiste des hétérogènes, pour laquelle les étrangers doivent rester des étrangers. Alors, la fragmentation différentialiste, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le pentagone ethnique. Vous vous souvenez que dans les recensements fédéraux, jusqu'à Obama, les individus devaient obligatoirement se classer dans un seul des 5 groupes, white, hispanic, black, asiatique et native, c'est-à-dire indien. Mais c'est complexe les États-Unis parce que ce pays articule une conception civique de la nation et une conception ethnique de la culture. Donc la première question que je vais poser, c'est la suivante. Une pensée métisse, est-ce que c'est une constatation ou c'est une revendication? Est-ce que c'est un constat ou est-ce que c'est un idéal? La condition humaine, et d'ailleurs aussi animale, est une condition métisse, puisqu'elle commence avec la naissance d'un être différent des deux termes qui l'ont produit. Autrement dit, nous n'aurions d'autre choix que d'être métis. Et paradoxalement, le métissage a rarement été pensé comme tel. C'est une pensée minoritaire. C'est une pensée sur le mode mineur, occultée pendant une période très longue de l'histoire de l'Occident, qui va de Platon à Nietzsche, avec des exceptions. Giordano Bruno, brûlé pour avoir défendu la pluralité des mondes, Averroès, Rabelais, Erasme, Montaigne. Mais l'horizon de connaissance que je vous propose, que j'appelle métis, ne bénéficie pas d'une totale légitimité dans les sciences humaines. Il ne peut pas prétendre à la scientificité du modèle dans sa tendance à la généralisation. Il n'y a pas de concept de métissage. Parce qu'un concept, c'est une abstraction faite pour penser ce qui est constant et consistant. Or, une pensée métisse n'a aucune consistance ontologique, aucune stabilité. Elle est réfractaire à toute opération de détermination, d'assignation de quelque propriété que ce soit. Ce qui est métis n'a pas de centre, n'a pas de bord, n'a pas de côté. C'est pourquoi ça prend tellement bien dans la musique. Je vous souvenez de la définition que donnait Béla Balatz
de la musique. La musique n'a pas de côté. Une pensée métisse, c'est une pensée du refus de la logique des invariants au profit d'une rythmique de la variance. N'ayez pas peur, je vais vous expliquer plus tard. Alors, une pensée métisse, dont l'une des modalités est la pensée marane. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est que la pensée marane. Peut s'appeler Spinoza, Fernando Pessoa, Jacques Derrida, Averroès, mais aussi Aimé Césaire, Édouard Glissant ou aujourd'hui Edgar Morin. C'est une pensée qui a des adversaires résolus qui s'autocréditent de plus de légitimité et ces adversaires, je m'en suis aperçu, se réclament toujours de Platon. Ce qui fait obstacle à la constitution d'une pensée métisse, c'est la logique de l'identité érigée en principe. C'est la pensée grecque de l'être et du non-être. Et pour penser le métissage, il faut cesser de penser exclusivement en grec. À partir de mon premier voyage en Chine et de mes séjours successifs au Japon, j'essaye de ne plus penser exclusivement en grec, dont la langue française est imprégnée. L'être me semble une fiction déréalisante et le plus important, ce n'est pas l'être, c'est ce que les Japonais appellent ki, qu'on peut traduire par énergie et qui est un autre nom de la vie. Vous voyez, ce qui fait obstacle à une pensée métisse, c'est la logique aristotélicienne de l'identité et du tiers exclu dans laquelle nous avons été socialisés. Alors, je vous rappelle le principe d'Aristote, l'identité et le tiers exclu, c'est A n'est pas non A. A n'est pas B, A est définitivement, éternellement et désespérément non A, alors que dans une perspective chinoise fécondée par le Japon, A peut devenir B, car tout ce qui existe se transforme et peut même se transformer dans son contraire. C'est ce que vous trouvez chez le plus grand philosophe chinois qui s'appelle Chuang Tzu. Alors, c'est compliqué. Ce que je veux vous dire, une pensée métisse, c'est une pensée oxymorique, contradictoire. Ce n'est ni la conjonction vorace du « et », ni la disjonction radicale du « ou », mais ce que Gilles Deleuze appelait conjonction disjonctive. Faisons un pas de plus. Je vais vous soumettre deux propositions. Première proposition, un processus de métissage commence lorsque nous reconnaissons tout ce que nous devons aux autres et cessons d'affirmer ne rien devoir à personne. Et la seconde proposition, il y a métissage lorsque le devenir vers lequel on va l'emporte sur l'origine d'où l'on vient. L'origine n'est pas niée, mais elle ne peut être considérée comme exclusive, de manière territoriale, terrienne, je dirais pour ceux qui sont philosophes, heideggerienne. Il nous faut abandonner la notion d'identité et notamment de racine qui est utilisée à tout bout de champ et même de rhizomes formés par Gilles Deleuze. Vous savez ce que c'est des rhizomes? Ce sont des racines qui vont à la rencontre d'autres racines, comme lorsque vous faites pousser des iris. Mais les rhizomes, ce sont encore des racines. Et moi, je préfère parler de sources. Les racines enserrent, s'agrippent, isolent un territoire, capturent, alors que les sources sont hors de nous. Les sources ne sont pas à nous.
L'eau de la source vient de loin, d'une terre étrangère que nous ne possédons pas. L'eau n'a pas une seule origine, l'eau ne s'agrippe pas dans la terre. Or, dans un processus de métissage, il y a plusieurs sources. Donc, ma première proposition, le devenir vers lequel on va l'emporte sur l'origine d'où l'on vient. Cela implique de l'écart par rapport à ce que l'on était, de la désappropriation de ce que l'on avait, de la souffrance, du conflit, des contradictions. Tous les hommes et les femmes en situation de migration le savent. Toutes les cultures diasporiques le vivent. Voilà. C'est le premier temps de mon intervention. Second temps. Ce qui me semble le plus novateur aujourd'hui, mais aussi le plus difficile à penser, c'est ce qui se forme dans les marges et les périphéries. Ce sont les personnalités métissées, mutantes, hybrides, diasporiques, qui ne se reconnaissent pas comme étant seulement d'ici ou de là-bas, comme étant seulement ceci ou cela, ces personnalités qui refusent et réfutent l'alternative de l'autochtone et de l'étranger. Je vais prendre 4 exemples. Non, 3. Premier exemple, la culture marane. Alors, vous savez ce que c'est? C'est ce qu'on appelle au Brésil Christus Novus. Ce sont les Juifs qui ont été convertis de force pendant l'Inquisition et ont été forcés à devenir chrétiens. Montaigne, Spinoza, Thérèse d'Avila, Fernando Pessoa, Jacques Derrida, aujourd'hui Edgar Morin, sont maranes. Le maranisme, c'est une culture duale qui a été souvent suspectée de duplicité, alors que le terme qui lui convient, c'est plutôt l'ambiguïté. Et là, ici, je distingue ambiguïté et ambivalence. L'ambivalence, c'est en même temps, à la fois, simultanément. L'ambiguïté, c'est successivement. C'est ce que Walter Benjamin appelait la figure du juif non-juif. On n'est pas juif et non-juif en même temps, mais dans la successivité. Tantôt, tantôt. Et ce qui me semble intéressant, c'est l'exemple de Kafka. Les textes de Kafka sont des textes du refus de l'intégration totale des Juifs assimilés d'Europe centrale, mais ce sont aussi des textes de l'impossibilité d'être totalement juif. Juif et non-juif ne s'accordent pas au sens musical d'harmonie. Entre juif et non-juif, il n'y a pas accord, mais écart, disharmonie. Et cet écart chez Kafka vient de la rencontre du théâtre yiddish. C'est la culture et la langue yiddish qui rendent impossible l'accord, l'harmonie, l'intégration. Et vous voyez, c'est ce judaïsme non pas intégral, mais discret, qui crée l'étrangeté des textes de Kafka et qui crée aussi l'étrangeté de la recherche du temps perdu de Proust, qui était juif et non juif. C'est ce judaïsme discret que vous trouvez également dans les chansons de Leonard Cohen. Ça, c'est le premier exemple, la culture marane. Deuxième exemple. Vous l'avez dit tout à l'heure, Marie-Thérèse, je travaille depuis 12 ans au Japon. Or, le sujet n'est pas ou japonais ou occidental. Ce qui me surprend beaucoup quand je suis là-bas, ce n'est pas la rigidité des rites et des codes, c'est la flexibilité et la plasticité inouïe des comportements qui consiste à passer, selon les circonstances et les situations, d'une figure de soi à une autre. Passer de la sobriété le jour à l'ébriété la nuit,
Vous avez compris, il s'agit du saké. Passer de la méditation à l'ostentation et même à l'exagération, sans qu'il y ait pour autant une hystérisation des comportements, comme je les ai rencontrés en Amérique latine, des étudiants qui suivent mes cours lorsque je suis professeur invité à l'université de Tokyo, je dirais qu'ils sont tantôt zen, tantôt rock. Puritains le jour, libertins la nuit, et les jeunes femmes portent tantôt la mini-jupe plus mini qu'ailleurs, tantôt un kimono de soie brodé de fil d'or. Alors c'est pourquoi il m'apparaît que la société japonaise est l'une des sociétés les plus métisses que je connaisse, parce qu'elle est réfractaire à la logique occidentale de l'alternative. Elle est étrangère aux principes grecs d'identité et de tiers exclus. S'imprégner du Japon. Je ne dis pas devenir japonais, alors qu'à un moment, moi j'aurais pu devenir brésilien, je sais que je ne pourrais pas devenir japonais. S'imprégner du Japon, c'est abandonner la logique de l'alternative au profit d'une dynamique de l'alternance. Je prends un troisième exemple et vous allez encore mieux comprendre. Alors, vous vous souvenez, il y a une vingtaine d'années, on désignait par le terme culture beurre la culture des jeunes Français issus des immigrations maghrébines. Beaucoup d'entre eux ne se reconnaissent pas comme étant exclusivement arabes ou uniquement français. Et nous avons là des personnalités plus riches et plus complexes psychiquement et syntaxiquement que celles qui se forment dans la monoculture. Ce sont des personnalités rebelles à la syntaxe de la conjonction uniformisante et totalisante, mais aussi à la disjonction. Dans ces cultures franco-maghrébines, ce n'est ni le « et » de la conjonction pure, ni le « ou » de la disjonction franche. La conjonction pure, ce serait franco-arabe de manière indifférenciée, et la disjonction franche, ce serait arabe ou français, mais ce n'est pas ça. C'est une oscillation dans la double culture, c'est une forme de bilinguisme et non pas de fusion. Donc, nous ne pouvons pas dire, comme disait notre président de la République à propos de toute autre chose, en même temps à la fois arabe et français dans une totalité compacte et indifférenciée, mais dans la successivité. Nous ne pouvons pas non plus penser ces processus dans une logique de l'alternative, mais dans une rythmique de l'alternance. Vous voyez pourquoi je commence à mettre là en question la notion d'identité. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'identité arabe dans la personnalité beurre, personnalité métissée, mais un sentiment qui peut se réveiller, s'exacerber dans certaines circonstances. Circonstances de stigmatisation et évidemment encore plus d'agression raciste, mais ce sentiment, il apparaît puis il disparaît. C'est un sentiment intermittent, un sentiment à éclipse qui permet de jouer de manière malicieuse sur au moins deux registres de la culture. Ça évolue, ça apparaît, ça disparaît. Ce n'est pas l'un ou l'autre, arabe ou français, c'est l'un et l'autre selon les circonstances. Donc vous voyez, il y a bien d'autres voies politiques et psychologiques possibles que celle de l'intégration ou que celle de l'alternative, parce que l'intégration, elle va nous conduire à la dissolution et l'alternative à la soumission à un groupe exclusif. Il y a les voies de l'alternance, non pas ou bien, mais et puis, selon les circonstances. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la phrase de Montaigne qui écrit «
il y a du moi dans l'autre et de l'autre dans le moi. Alors vraiment, là, on est au cœur de ce que je veux vous dire. Lorsque Montaigne écrit « il y a du moi dans l'autre et de l'autre dans le moi », il ne veut pas dire que nous sommes différents des autres, mais que nous avons l'aptitude à différer de nous-mêmes, c'est-à-dire à devenir différents de ce que nous étions. Cette possibilité de devenir autre connaît sa plus forte intensité dans les démultiplications hétéronymiques, c'est le nom, dans l'œuvre de Fernando Pessoa. Donc, Fernando Pessoa, c'est un poète portugais, mais Fernando Pessoa, il n'est que l'un des auteurs d'une constellation de 72 auteurs. Et dans cette constellation, il n'occupe pas une position centrale, il est lui-même et en dehors de lui-même. Il n'est pas dans l'alternative, mais dans l'alternance, successivement Alberto Cairo, Ricardo Reis, Bernardo Soares. Alors, je pense que vous allez m'interroger là-dessus, sans préconiser la démultiplication hétéronymique, ce qui risque de faire éclater la personnalité, nous pouvons réaliser quand même la possibilité de tels processus. Tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, vous pouvez le remplacer par le terme traduction. La traduction, ce n'est ni la fusion de deux ou plusieurs langues, comme l'espéranto. L'espéranto, c'est très généreux, mais ce n'est pas la traduction, ni la fusion de deux ou plusieurs langues, ni l'alternative d'une langue ou d'une autre, mais la transformation d'une langue dans une autre. Ceux d'entre vous qui m'écoutez ce soir et qui parlez de langue, a fortiori 3, vous comprenez immédiatement ce que je vous dis. Dans la traduction, les langues se rencontrent et se transforment. Et ce processus, ce n'est pas celui de l'alternative, mais de l'alternance entre une langue et une autre. Lorsque nous parlons deux langues, nous ne les parlons pas en même temps. Si nous étions en direct, peut-être tout à l'heure, quelqu'un me poserait une question en anglais, puis quelqu'un d'autre traduirait en espagnol, etc. On ne peut pas parler deux langues en même temps. Remarquez si, quand je suis… Moi, la seule langue que je pratique vraiment, en dehors d'un peu de japonais, c'est le portugais. Et quand je me trouve au Chili et en Argentine, j'ai tendance à parler ce qu'on appelle portugnol. Et puis, il y a le franglais ici. Et au Japon, j'ai trouvé le japonglais. L'acte de traduire met en question le présupposé de l'autonomie, de l'autochtonie. L'idée de centre et de seul. Nous ne sommes plus seuls, mais nous ne sommes pas pareils. Entre une langue et une autre, nous ne pouvons pas mettre le signe égal. Aucune langue du monde n'a un équivalent exact dans une autre langue. Et puis, il y a des mots qui sont difficilement traduisibles. Par exemple, vous connaissez tous le sentiment portugais de la saudade. Eh bien, ça ne peut pas se traduire exactement par mélancolie. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le début du Tractatus de Wittgenstein. Ça commence par « tout ce qui existe peut être dit ». Et j'ajouterais « tout ce qui existe peut être dit différemment ». Or, dire différemment, la même chose, c'est dire autre chose. Quand j'enseigne au Japon, je suis incapable de faire une conférence comme ce soir en japonais. Je dis quelques mots, puis après je passe au français et à côté de moi, il y a une traductrice. Et je connais suffisamment le japonais. Des fois, je lui dis, mais vous ne traduisez pas ce que j'ai dit, c'est pas ça que j'ai dit. Mais elle me répond, mais ça ne peut pas se dire en japonais. Donc, il y a un écart, mais en même temps, tout n'est pas intraduisible. En tout cas, retenons que l'acte de traduire
nous permet de nous décentrer, de rompre avec l'idée de centre du monde. La langue que nous parlons ne peut pas être considérée comme la mesure des autres langues. Alors, je vais passer de la langue à la littérature, parce que la littérature, c'est le plein exercice du langage. Et la littérature, elle est critique des falsifications des idéologies identitaires, c'est-à-dire n'être que soi-même. Alors, je vais prendre quelques exemples intéressants. Je reprends l'exemple de Kafka. Le caractère insolite des textes de Kafka vient de leur oscillation entre trois langues, et même quatre. Kafka naît dans la langue tchèque, il devient un écrivain de langue allemande, il fait varier l'allemand à partir du yiddish, et à la fin de sa vie, il apprend l'hébreu. Le tchèque, c'est la langue du pays dans lequel il vit, l'allemand, c'est la langue dans laquelle il écrit. Autre exemple, Borges, écrivain de langue espagnole, éduqué en anglais et qui parle parfaitement le français et l'allemand. Mais il y a plus, Elias Canetti, auteur bulgare de culture judéo-espagnole, qui fréquente une école anglaise dans laquelle il apprend le français. Canetti, dans son enfance, entend parler tous les jours le grec, le russe, l'italien, l'arménien, le roumain, qui est la langue de sa nourrice, évidemment le turc. Nous sommes au sud de la Bulgarie. Canetti devient un écrivain de langue allemande qui n'est que sa cinquième langue. On pourrait multiplier les exemples dans l'univers des mondes francophones. Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau font varier la langue française. Vous voyez, une écriture métisse est travaillée par une autre langue, travaillée au sens allemand de graben, c'est-à-dire creuser. Je prendrai encore un ou deux exemples, par exemple. L'étrangeté de la langue de Marguerite Duras vient de ce que le français est travaillé par le vietnamien. Le vietnamien, non pas dans son apport lexical, mais dans sa flexion syntaxique. Je citerai là pour terminer sur ce registre de la traduction et des langues ce qu'écrivait Marcel Proust: les plus beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Alors, la pensée métisse nous permet véritablement de comprendre l'Europe, ou plus exactement ce qu'on appelle la culture humaniste européenne. Et je crois savoir que la pensée maçonnique s'inscrit dans la pensée des Lumières, dans la culture humaniste européenne. Cette culture, elle a une double origine hellénique et hébraïque. Mais cette double culture nous est transmise dans une langue qui n'est ni le grec ni l'hébreu, mais le latin. Les textes grecs, Platon et Aristote, sont traduits en latin à partir de l'arabe par des traducteurs dont beaucoup étaient juifs. C'est inouï, l'Europe. C'est la tension entre la Grèce et la Bible en tant que deux composantes non exclusives brassées dans un creuset romain devant beaucoup au monde arabe. J'insisterai sur le rôle de Rome, qui, contrairement à Athènes, n'est pas fondatrice, mais transmettrice, traductrice. Rome nous arrache à l'autochtonie et assure une relation de secondarité par rapport à une double origine grecque et hébraïque,
c'est-à-dire extérieure à l'Europe, puisque la première se trouve à Byzance et la seconde à Jérusalem. Rome est transmettrice d'une culture qu'elle n'a pas inventée. Et c'est ça, l'Europe, c'est la civilisation de l'extrême contradiction. L'Europe n'est véritablement elle-même que lorsqu'elle diffère d'elle-même. Alors, vous comprenez pourquoi je remets en question l'identité, la notion d'identité, lorsqu'elle est confondue avec l'origine exclusive. Dans ces conditions, l'identité, c'est une fiction triste, haineuse, dans laquelle tout ce qui vient des autres est ressenti comme une altération. C'est la rétraction sur l'origine, l'appartenance exclusive, la pureté, la propriété, l'authenticité, le même. Il n'y a pas de pensée identitaire. Il n'y a pas de pensée autonome, autochtone. Il y a seulement des savoirs, des traditions que l'on répète. Je n'utilise pas tradition au sens, vous l'entendez en maçonnerie avec un grand T, c'est autre chose. Je prendrai comme exemple de ce que je suis en train de dire pour remettre en question l'identité lorsqu'elle est conçue comme exclusive. Ce texte étonnant de Freud, Moïse et le monothéisme, écrit en 1939, c'est-à-dire à une époque de l'idéologie mortifère de l'origine et de la pureté. Il nous dit ça, Freud. Moïse, c'est-à-dire le fondateur du judaïsme, Moïse était étranger au peuple hébreu. Moïse était égyptien. Ainsi, Freud oppose à l'autochtonie, à l'autofondation du propre, à l'autosuffisance de soi, l'accueil de l'hétérogène, l'hospitalité, l'épreuve de l'autre, voyez, l'épreuve de l'autre, l'étranger comme condition de la civilisation. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, peut-être que je m'oriente vers, non pas une conclusion, mais essayons de rassembler ce propos, qui, vous l'avez compris, est assez complexe. Un processus de métissage, c'est un processus fragile, car il est sans cesse menacé, d'une part, par la logique identitaire de la disjonction, c'est-à-dire noir ou blanc, homme ou femme, malade ou en bonne santé, autochtone ou étranger. Mais le processus de métissage, il est aussi menacé par la logique de la conjonction qui conduit à l'indivision. L'indivision, ça veut dire deux en un, à l'indistinction, à l'indifférence. Et une pensée métisse me paraît aujourd'hui une pensée de la résistance à ce qui assimile, dissout, résout, mais également à ce qui sépare et oppose. Je crois que le mieux pour terminer, pas pour conclure, c'est que je multiplie encore quelques exemples nouveaux que je vais prendre dans la musique, dans la peinture, dans la littérature. Par quoi commencer? Par la musique classique. La musique, le Messie de Handel, voilà. Le Messie de Handel est rarement interprété dans sa version originale et intégrale, mais donne lieu à plusieurs arrangements. Comme on dit en musicologie, ces arrangements sont des dérangements. Or, parmi ces arrangements, il y en a un d'un musicien qui vous est très cher en maçonnerie, c'est Mozart. Parmi les arrangements du Messie de Handel, il y a ce qu'on appelle la version Mozart. Le Messie de Handel est devenu une œuvre de Mozart, mais
on continue néanmoins, en l'écoutant, à percevoir Handel à travers Mozart. Vous voyez, c'est ça, cette oscillation. Et c'est une expérience qui n'est pas très différente du travail de la traduction. Dans la traduction, ce qu'on appelle la langue de départ ne doit pas être totalement recouverte par la langue d'arrivée. La langue de départ doit continuer à résonner dans la langue d'arrivée. Par exemple, si vous traduisez Joyce de l'anglais au français, vous devez continuer à percevoir la langue de Joyce à travers le français. Elle ne peut pas être recouverte. Bon, premier exemple dans la musique classique. Second exemple dans la musique populaire, je prends une musique que je connais bien pour aller souvent au Brésil, c'est la bossa nova, qui est faite d'une oscillation entre le rythme de la samba et le tempo du jazz. Mais la bossa nova, ce n'est pas alternative entre jazz ou samba, et ce n'est pas non plus jazz et samba simultanés, c'est l'alternance et la transformation de l'un par l'autre. Vous voyez, si je résume ce que je dis depuis le début, je dirais une pensée métisse, ce n'est pas une pensée de l'un ou de l'autre, de l'identité ou de l'altérité. Ce n'est pas une pensée de l'un ou de l'autre conçue comme pensée de l'être, c'est une pensée de l'entre. Et c'est une pensée du lien. Ce n'est pas pulsionnel, mais c'est pulsatif. C'est pourquoi moi, les mots que j'utilise souvent, c'est ça. C'est pulsation, c'est vibration, c'est oscillation, c'est tension. Mais ça vient de la respiration. Je crois que la méthode dans nos disciplines, en sciences humaines et en philosophie, c'est une question de tempo. Donc, j'ai pris un exemple dans la musique, rassurez-vous, j'ai presque fini. Je prends un exemple dans la musique classique, dans la musique populaire. J'ai envie de revenir sur Proust. À la recherche du temps perdu, une sensation se réfracte dans une autre. Un mot se réverbère dans un autre. La saveur, mais aussi la rigueur métisse de Proust vient de ces déplacements, de ces rapprochements entre deux sensations, entre deux temporalités, entre deux personnages. Gilberte et Albertine, Swann et Marcel, entre deux espaces, Venise et Combray, entre deux classes sociales, les Verdurins et les Guermantes. Encore deux exemples. J'ai jamais pris en peinture, il faut prendre un exemple en peinture. Je pense que vous connaissez tous les toiles de Rothko, la peinture de Rothko. Les premières couches de couleurs ne sont pas totalement recouvertes. C'est brun, hein, c'est toujours très foncé, très proche du noir. Mais les premières couches de couleurs ne sont pas totalement recouvertes et effacées. Il y a par exemple de l'orange qui transparaît derrière le noir, ce qui produit un mouvement d'alternance entre ce qui apparaît, disparaît, transparaît. J'ai envie de prendre un dernier exemple, il me semble significatif de ce que je veux vous dire, c'est le tango. Le tango que moi j'ai rencontré à Buenos Aires, le tango n'est pas tant métisse par la pluralité de ses origines, andalouse, cubaine, italienne, allemande, mais plus encore parce qu'il chante sur un rythme guilleret la plainte d'une âme désespérée, et surtout, c'est une danse et une musique métisse à partir de l'extrême différenciation des pas de l'homme et de la femme. Il produit à l'infini de multiples figures chorégraphiques. C'est le contraire de la valse. La valse, c'est idiot, c'est répétitif. Ça ne cesse pas, ça ne progresse pas. J'ai envie de prendre un dernier exemple parce que moi, je travaille beaucoup en ce moment sur la danse, sur la chorégraphie.
il y a 2 ans, à la demande de la directrice de la Maison de la Danse de Lyon, Dominique Hervieux, j'ai eu le plaisir d'accompagner un spectacle intitulé Babel sous la direction d'un chorégraphe qui s'appelle Abou Lagra. Et alors, c'est une pièce qui mêle le hip-hop, la break-dance, la danse contemporaine, le tout mis en musique sur une partition de Mozart, interprétée par des instruments de musique chinois. Et vous voyez là, ce qui est intéressant, ce qui est métis, ce n'est pas l'accumulation, c'est l'oscillation. Donc, au terme de ces réflexions, je nous propose d'ouvrir un horizon de connaissances qui refuse tout autant la soumission à des catégories dualistes et oppositionnelles et la résolution moniste et fusionnelle. Le métissage, c'est un processus fragile et sans cesse menacé, alors que l'anti-métissage, c'est la certitude de la réponse, le métissage, c'est l'inquiétude de la question. Dans ces processus, il y a du manque, il y a de l'incomplétude, c'est le contraire de l'individu. Individu, compact, homogène, complet, satisfait, auquel il ne manque rien. Donc j'ai envie de dire, pour terminer, mais il faut bien terminer et puis discuter ensemble, je crois qu'aujourd'hui, entrer en métissage, c'est entrer en résistance contre l'indifférenciation, contre l'uniformisation croissante, contre une sorte de mondialisation, pas toute, mais aussi contre l'exacerbation des particularismes identitaires. Entrer en métissage, c'est inventer d'autres formes de liens que celui d'un universalisme figé, arrêté, imposé. J'aimerais bien qu'on revienne dans la discussion sur cette notion d'universel. Donc, inventer une autre forme de lien qu'un universalisme arrêté, mais aussi une autre forme de lien que celui de la soumission au groupe d'origine. Eh bien, je vous remercie. Peut-être j'ai été un petit peu long et nous allons voir maintenant ce que vous en pensez. Merci, professeur Laplantine. Je suis Gaston Polefa. Donc, nous sommes chargés d'être les passeurs de lumière entre le public et vous-même. Nous vous remercions pour cet exposé qui est à la fois clair, très clair, brillant sur un sujet qui lui-même est complexe. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien. Bien. Parfaitement. Puisque ce qui est clair suscite toujours quelques questions, permettez-moi de vous poser la toute première. J'aime votre rigueur d'anthropologue qui consiste à préciser par distinction. Et j'allais dire, et donc par hiérarchisation. Alors, comment penser le métissage dans ce contexte? Puisque la distinction peut conduire à la discrimination, voire à l'exclusion. Tandis que, comme vous le dites vous-même, le métissage renvoie davantage à la considération de l'autre. Comment vous pouvez penser ce paradoxe? Attendez, parce que je n'ai pas tout à fait bien compris. Vous pouvez répéter le paradoxe entre quoi et quoi? Entre la contradiction entre quoi et quoi? Le paradoxe, c'est la distinction qui conduit parfois à la discrimination, voire à l'exclusion, alors que le métissage que vous exposez est davantage dans ce que j'appelle la considération. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de paradoxal? Ah, mais ça, moi je suis d'accord avec vous. S'il n'y a pas de. C'est plus que de la tolérance. Hein. C'est plus que de la tolérance. C'est encore plus que du respect de l'autre. C'est pouvoir s'enrichir au contact des autres et pouvoir se transformer. Donc il faut tenir les deux. Je crois qu'il faut tenir les deux en même temps. La différence, oui, c'est ça, vous avez dit le respect de la différence, mais
notre appartenance commune au genre humain, la notion d'universel. Il y a à la fois des différences, elles peuvent être considérables, mais il y a aussi alors là, peut-être il faut que je revienne pour répondre bien à votre question de l'universel, parce que il me semble que la notion d'universel, elle est au fondement de la maçonnerie, pour ce que j'en connais. Et l'universel, c'est constitué en Europe à partir de 3 matrices culturelles. Il y a une matrice grecque qui est la raison, il y a une matrice romaine qui est le droit, la citoyenneté, et il y a une matrice chrétienne qui est le salut. Mais souvent, comment dire, en Occident, l'universel, il est conçu de manière comme un a priori théorique, notionnel, et les problèmes jaillissent lorsque l'universalisme n'est pas seulement posé théoriquement, mais imposé, et suscite alors des réactions différentialistes. Excusez de répondre un peu longuement, mais c'est important ce que vous avez amorcé. Dans le mot universel, comme dans le mot université, il y a univers. Mais cet universel n'est pas l'un, l'unité, l'uniforme, c'est l'un tourné vers l'autre. Donc, je pense que ce que je vous propose, c'est de repenser l'universel en le désintriquant de l'universalisme républicain français et de dire l'universel à l'envers, non pas comme donné, posé, postulé, imposé, non pas comme principe, mais comme processus. J'ai insisté, le métissage, c'est un processus. Non pas comme être et comme état, mais comme devenir et comme éthique. L'universel n'est pas achevé, il est en co-construction, toujours permanente. Donc, votre question, elle est extrêmement importante parce qu'il y a des différences. Et en même temps, nous appartenons au genre humain, il y a de l'universel. Et je crois que ça, c'est au fondement de la pensée maçonnique comme de l'anthropologie. Merci, Merci beaucoup. professeur. Merci professeur de cette intervention qui effectivement, comme vous nous l'aviez annoncé lors de la préparation, a été un petit peu longue, mais il fallait tout cela pour bien expliquer votre pensée et votre exposé. Je rebondis simplement sur le côté universel effectivement de la franc-maçonnerie et aussi un petit clin d'œil par rapport au pavé mosaïque que nous avons en franc-maçonnerie qui est blanc et noir. Et nous savons tous, francs-maçons, que la vérité, elle est finalement entre les deux et on pourrait presque dire que la vérité est dans le métissage. Donc ça, c'est ma petite intervention en tant que sœur et modératrice. Vous dire aussi qu'il y a beaucoup de questions, pas mal de réactions lorsque vous avez évoqué le Japon. Qui est perçu par un certain nombre des frères et sœurs comme tout de même un peuple antisémite, xénophobe, refusant l'étranger, les immigrants. Et c'est vrai que c'était un peu étrange de vous entendre parler des Japonais comme d'un peuple métis, mais on comprend aujourd'hui l'acceptation que vous avez de cette question-là. Une question, alors plusieurs questions, j'ai essayé de les rassembler. Une question, la question de Solange, de notre sœur Solange. L'antimétissage culturel peut-il être un enjeu de doctrine géopolitique et que pensez-vous des théories d'Eurasie d'Alexander Dugin? Ah, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Bon. Ben, écoutez, mais par contre, je vais vous répondre sur le Japon. Hein. Oui, allez-y. Et d'abord, ce que vous avez dit, vous voyez, juste quelques mots sur la franc-maçonnerie. Quand je disais que il n'y a pas de concept de métissage parce que le concept, c'est abstrait, c'est généralisant, c'est totalisant. Et il me semble que vous, en maçonnerie, vous ne travaillez pas sur des concepts, mais sur des symboles.
Oui. Dans le symbole, il y a une telle richesse, c'est polysémique. Il y a toujours plusieurs sens. Et quand il y a plusieurs sens, il y a de l'ambiguïté. Voyez. Alors maintenant, sur la culture japonaise, il y a au Japon du métissage dans la culture, mais pas dans la société. La culture japonaise, elle va intégrer énormément, elle va intégrer notamment ce qui vient des États-Unis et le transformer, mais c'est aussi un pays qui exclut. C'est aussi un pays dans lequel, je suis tout à fait d'accord avec vos interlocuteurs, c'est un pays où il y a de la xénophobie, du racisme à l'égard des Coréens, à l'égard des Chinois. Donc, pas d'antisémitisme, je n'ai jamais vu ça. Mais donc, c'est pas, ça peut paraître contradictoire, qu'il y ait métissage dans la culture et qu'il y ait exclusion des étrangers dans la société. Donc, moi, je ne fais pas un éloge systématique de la société brésilienne, de la société japonaise, mais je dis simplement, elle vit en alternance des comportements asiatiques et des comportements européens. Les Japonais ne se pensent pas comme des Asiatiques, mais comme des Occidentaux. C'est très compliqué. En tous les cas, c'est vrai qu'on peut observer, enfin, je vais dire à l'œil nu comme ça, sans avoir réfléchi forcément à cette question-là, et qu'il y a quand même une différence entre la population japonaise et la population brésilienne qui est pour un grand nombre d'entre nous quand même l'archétype du métissage. Ou l'inverse. Non, mais c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que virtuellement, nous pouvons devenir brésiliens. C'est une société qui intègre, c'est une société que Andrade appelle anthropophage. Et vous ne pouvez pas devenir japonais. C'est arrivé qu'une fois, à Lafcadio Arne. Tout à fait. Il y a une intervention par rapport à l'œuvre de Léopold Sédar Senghor, dont l'œuvre synthétise la culture française dont il est pétri et la négritude qui n'a pas cessé de l'inspirer. Avez-vous une réaction par rapport à cette intervention? Je trouve que parce que moi j'ai rencontré Édouard Glissant une fois, quand j'étais invité en Martinique, on a eu un débat ensemble. Et alors le modèle de Glissant, c'est ce qu'il appelle la créolité. Vous voyez, c'est la créolité. Alors ça peut ressembler au métissage. Mais moi j'ai beaucoup appris au contact de Aimé Césaire. Aimé Césaire et Senghor. Je trouve que dans cette notion de négritude, il n'y a pas du tout de l'exclusion, il y a de l'universel. Donc, je suis très content que quelqu'un intègre Césaire, la négritude, à notre débat. Parce que, évidemment, tous les auteurs du métissage que j'ai cités, mais il n'y a pas que des Européens. C'est pourquoi j'ai pris aussi l'exemple d'Averroès, de toute cette culture arabe qui fait passer d'une culture à une autre. Nous avons une autre question aussi qui va dans ce sens. La personne veut savoir comment est-ce qu'on peut concilier le particulier et l'universel. Est-ce qu'on peut être à la fois un et multiple? Ah non, mais c'est à partir, moi je ne dirais pas du particulier, c'est à partir du singulier, que l'on perçoit l'universel. Si vous voulez, par exemple, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Les romans de Dostoïevski, bien sûr, c'est très attaché à la culture, à cette époque, à cette société russe, mais ils sont universels. Ils peuvent être lus par n'importe qui. Donc, moi, je dirais qu'il y a, c'est pas opposé, c'est par rapport au singulier, à l'unique, que nous avons accès à l'universel. Peut-être pas au particulier. Il y a peut-être une différence sémantique. Particulier peut-être isole, mais c'est concret, quoi.
C'est concret au sens latin. Vous savez, ça veut dire concret, ça veut dire croître ensemble. Une question concernant l'identité. Donc, l'identité ne serait-elle pas l'état d'une culture à un moment précis de son évolution? En effet, par exemple, Pythagore, il est à la source de la pensée grecque, mais il était d'abord le transmetteur de la pensée égyptienne qui était en germe dans la pensée grecque. Que pensez-vous de cette proposition? J'ai été peut-être un rien polémique vis-à-vis de la culture grecque parce que ce qu'il y a de profondément… attendez, répétez-moi la question, c'était à propos de Pythagore, qu'il était… L'identité ne serait-elle pas l'état d'une culture à un moment précis de son évolution? moi, je dirais pas ça comme ça. L'identité… mais j'aime pas ce mot, encore une fois, parce que je pense que… je vais vous expliquer. Moi, je parlerai de réaction. C'est des réactions. La crispation identitaire, c'est des réactions aujourd'hui au danger de ce qui est vécu comme mondialisation globale, qui assimile, qui détruit les singularités. Alors, je ne parlerai pas en tant que mouvement dans l'histoire, mais réaction, réaction. Et vous voyez ce que je critique. Attendez, j'ai plusieurs trucs dans la tête en même temps. La culture grecque, la pensée grecque, elle n'est pas seulement grecque. Alors, ce qui me semble vraiment très métisse, c'est l'invention de la tragédie chez les Grecs. La tragédie, elle est faite de cette tension entre Dionysos et Apollon. Hein, vous vous souvenez? Or, Dionysos ne parlait pas grec en naissant. Dionysos est une divinité venue d'Asie. Donc là, il y a vraiment… ce qu'a très bien vu Nietzsche, qui ne parle pas de métissage, mais il y a vraiment cette tension tragique inventée par les Grecs. Et puis, à Athènes, il y a eu toute la présence de ce qu'on appelle les métèques, hein, c'est-à-dire de ceux qui n'avaient pas la nationalité grecque, mais qui ont contribué à féconder la culture grecque. Alors, je reviens sur cette idée d'identité, parce que je pense qu'il doit y avoir d'autres questions, et peut-être que j'ai un petit peu durci pour me faire comprendre. Mais ce que je critique, ce n'est pas l'identité, ce sont les crispations identitaires. C'est l'identitarisme. Ce que je critique, c'est l'identité en tant que pensée de l'identique, en tant que pensée du nous et du il, comme si le moi n'était pas fait des autres. Et alors, celui vraiment qui fait éclater ça, c'est Rimbaud, hein, dans la phrase célèbre « Je est un autre, je est un autre ». Donc, ce qu'il faut critiquer dans l'identité, je ne crois pas que ce soit une pensée, ce n'est pas une pensée. Si c'est une pensée de l'être et non pas de l'autre, c'est une pensée de l'un et non pas du multiple. Pour moi, l'identité au sens de fixité, crispation sur l'origine, crispation sur un moment, ça ne marche que dans deux cas. Ce qu'on appelle le contrôle d'identité et la photo d'identité. Le contrôle d'identité, ce n'est pas très sympathique, hein, mais il le faut peut-être. Et la photo d'identité, je ne sais pas si vous avez remarqué, personne ne se reconnaît. Et personne n'aime sa photo d'identité parce que c'est être identique à soi-même et c'est
on n'accepte pas la réduction à une pause. C'est ça que je veux dire. Mais évidemment, nous sommes constitués de... Il n'y a pas d'identité, il y a plusieurs processus d'identification qui commencent avec les rapports à nos parents, à nos professeurs, etc., etc. Donc, nous avons des identités multiples. Vous-même, qui êtes franc-maçon, ça fait partie de vous, mais vous êtes... Personne n'est une personnalité homogène, on est différent. Et on évolue d'une manière différente. On n'est pas que... Par exemple, Gaston Paul, Effa et moi, nous sommes philosophes, mais nous ne sommes pas que philosophes. Après, tout à l'heure, je vais aller dîner, ce ne sera pas en tant que philosophe, je serai autre. D'accord? Tout à fait. J'aurais peut-être encore une question, professeur. Puisque vous connaissez ce continent africain, vous avez parlé longuement des Grecs, mais je voulais qu'on fasse un petit détour par l'Afrique. Et vous savez que la question du métissage est souvent vécue comme une question extrêmement violente. Pensez à l'œuvre d'un Henri Lopez. Est-ce que ça ne suggère pas quelque chose comme c'est de la provocation, hein, je prenez-le comme ça, comme un faux universalisme de métissage? Non, mais bien entendu. Moi, j'ai travaillé surtout en Côte d'Ivoire. C'était le début de mes études sur la société baoulée. Puis je suis passé des Africains aux Afro-Brésiliens. Et les deux seuls pays que je connais en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est le Gabon et le Sénégal. C'est un métissage mal compris qui peut choquer ou qui peut entraîner du refus. Si le métissage, c'est la dissolution des singularités, c'est de blanchir ce qui est noir, c'est pas du tout ça. Vous l'avez compris. C'est pourquoi vous avez raison de dire votre question, elle est provocante. Mais par exemple, si je commence à parler de métissage quand je suis en Amazonie, les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il veut nous faire disparaître, il veut que nous n'existions plus. Donc, bien entendu qu'il faut tenir compte des revendications, de ce qu'on appelle en Amazonie la conscience indigène, ou à Salvador de Bahia la conscience noire. C'est cet horizon de connaissance que nous partageons, me semble-t-il, c'est le contraire de la dissolution des singularités dans une totalité homogène. Vraiment, c'est plus que le respect et la tolérance. Vous le savez très bien en maçonnerie, c'est plus que ça. C'est devenir autre grâce aux autres. C'est l'événement d'une rencontre qui nous transforme. Et là, dans ça, il y a quelque chose d'universel. Et pour moi, vous comprenez à travers ce que je dis, je suis partisan de renvoyer l'identité mal conçue à l'expéditeur, c'est-à-dire à l'extrême droite. Merci. Pour revenir sur le continent sud-américain, il y a une personne qui intervient en disant « Que pensez-vous de l'Argentine, pays qui forcerait les Noirs à s'éclaircir la peau ?» J'ignore cette pratique. Professeur? Oui, non, mais je vous écoute, mais je ne sais pas trop quoi vous répondre. Il y a une expression en portugais, en espagnol, qui dit limpar o sangue. Ça veut dire, mais ça vient du début des suites de l'Inquisition, purifier le sang, blanchir la race. C'est un petit peu dans cet esprit-là du racisme, on va dire, oui, du racisme qui existe aussi en Amérique latine, qui existe au Brésil, on le voit bien avec Bolsonaro. Peut-être quelque chose que je voudrais rajouter. J'ai dit tout à l'heure,
Le métissage, c'est plutôt l'exception. Je crois un peu ça. Le métissage, c'est plutôt l'exception et l'anti-métissage, c'est souvent la règle. Mais il y a des exceptions très fortes. Il y a trois époques où les processus de métissage, ils ont pris. Je vous disais tout à l'heure dans la Grèce antique avec la tragédie grecque, et puis dans l'Andalousie. Je crois qu'on ne peut pas parler de métissage dans l'histoire sans évoquer l'Andalousie, qui à travers les guerres a produit quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire la fabrication des médrasas, vous savez, de ces écoles qui regroupaient des enfants juifs, arabes et chrétiens. Puis alors, il y a eu un moment fantastique de métissage, c'est à Vienne au tournant du siècle. À Vienne, à Budapest, à Berlin, mais Vienne, ça a été le lieu d'une création intense, ça a été le foyer de transformation scientifique, philosophique, artistique qui n'a guère de précédent. Si nous évoquons en peinture Egon Schiele, Kokoschka, en musique Schoenberg, Mahler, en littérature Stefan Zweig, en philosophie Wittgenstein et puis Freud. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe lorsque les cultures sont en contact. Évidemment, pour cela, il faut accepter de rencontrer ceux qui sont différents de nous. C'est pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur la pluralité, sur la multiplicité des langues et sur l'activité qui consiste à traduire une langue dans une autre, c'est-à-dire transformer une langue dans une autre. Pour moi, je crois qu'on est en présence du même processus. Gaston-Paul, tu vas intervenir ou alors on approche dangereusement de 21 h. Il y a encore des questions, mais c'est vrai que le sujet est tellement vaste qu'il faudrait encore 1 heure de plus avec vous, cher professeur. Je vois réapparaître Marie-Thérèse et Alain Noël. C'est un signe ou pas? Mais il peut y avoir encore 1 ou 2 questions, ce n'est pas un souci. Au contraire. Un de nos frères ou sœurs, je ne sais pas si c'est un prénom masculin ou féminin, dit « Les États-nations à identité forte dominent la planète, donc le métissage va-t-il rester marginal ?» Mais par rapport au mouvement qui s'étend de la montée des nationalismes en Europe, je pense bien sûr en Hongrie, mais à ce qui risque de se passer en Italie, le métissage devient presque minoritaire. Mais je crois qu'il fait partie de nos valeurs. Encore une fois, moi, je dis métissage, mais vous pouvez le dire. Je tiens plus tellement au mot. C'est pas un totem. Très bien. Ben, je crois qu'on peut peut-être commencer à aborder les conclusions, sauf si Gaston-Paul veut intervenir encore une fois. Je ne sais plus où il est. Gaston-Paul? Bon, il a disparu. D'accord. Je voudrais juste, tout à l'heure, François, vous avez dit que entrer en métissage, c'est entrer en résistance contre l'uniformité. Et je me suis dit que ça résumait d'une manière assez extraordinaire ce que pouvait être l'entrée en maçonnerie. Où effectivement, c'est bien ça aussi un des objectifs de cette démarche. Et en parallèle, quand nous avions, Alain Noël et moi, cherché un thème et des sujets pour travailler ces entretiens d'été, que nous étions orientés sur identité, altérité, soi et les autres. Au jour d'aujourd'hui, après avoir entendu tous ces exposés et après vous avoir entendu vous, je me disais, on aurait dû mettre comme titre « Métissage » avec un S à la fin. Et je pense que ça aurait pu très bien représenter et résumer tous les aspects
que nous avons pu voir se développer tout au long de ces entretiens. Et c'était assez magique pour ça de vous entendre aujourd'hui nous faire quelque part quelque chose qui ressemblerait à une espèce de synthèse. Je ne sais pas ce qu'on pense à la Noël et ce que vous en pensez vous, mais j'aime bien l'idée de dire nous avons cet été réfléchi sur les métissages. Vous avez raison de mettre au pluriel, ça vraiment. Parce qu'on est, peut-être il y a un mot que je n'ai pas suffisamment utilisé, c'est le terme de multiple. Je ne sais pas si vous connaissez la définition de Gilles Deleuze. Il dit le multiple, ce n'est pas ce qui est fait de beaucoup de parties, c'est ce que l'on plie de différentes manières. Et comment dire, il y a une manière polonaise, arménienne, italienne, juive, algérienne, marocaine de plier la société française. Et puis, il y a une manière, qu'on va dire, républicaine de faire disparaître les plis, c'est-à-dire d'uniformiser. Et moi, je remplace le terme de composante, composition par le terme de flexion culturelle, civilisationnelle. Il y a toujours plusieurs formes de culture, plusieurs formes de comportement. Et tout ce que nous pouvons dire, nous pouvons le dire différemment. Et là, je crois que c'est aussi le rôle de l'art. Peut-être, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais je trouve que, vous voyez, le couple identité et altérité, c'est un couple stérile. Mais nous l'avons compris aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'il fallait qu'on envisage les choses. Mais c'est intéressant de faire la démarche intellectuelle, j'allais dire, pour aboutir à ce résultat. Non ? Oui. Alain Noël ? Oui, ben peut-être quelques mots pour conclure à ma façon. J'avoue que dans tout le cycle d'entretien que nous avons mené depuis la fin juin, nous avons envisagé de multiples identités sous de multiples appellations, avec des auteurs différents les uns des autres. Et très curieusement, aujourd'hui, alors que François Laplantine n'est pas maçon, il l'a répété, il nous a donné un magnifique exemple de ce qu'est la réflexion maçonnique, bien souvent, de ce que l'on peut faire dans nos propres loges. Et je voudrais simplement rebondir sur une opposition qu'il a faite et qui me semble fondamentale. Il n'y a pas de pensée alternative, il faut penser en alternance, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et il a aussi fait la différence entre l'universalisme républicain, l'uniformisation républicaine et les universalités qui sont tendues vers l'unité à partir de multiples diversités, ce qui est également le rôle de la franc-maçonnerie et qu'on a parfois du mal à faire comprendre également dans nos propres loges. Enfin, je voudrais simplement rebondir sur une phrase qui est le sujet de notre prochaine conférence. Il a dit très précisément, je vais noter la phrase, c'est à partir du singulier que l'on perçoit l'universel. Eh bien, jeudi prochain, nous avons invité le grand rabbin de France, Raïm Corsia, que certains d'entre vous connaissent, à nous parler, en conclusion de ces entretiens d'été, de ce cycle, de quelque chose qui caractérise le peuple juif et la pensée hébraïque et la culture juive, du singulier à l'universel. C'est exactement ce que nous propose aujourd'hui François Laplantine, et je le remercie d'avoir annoncé la conférence de jeudi prochain. Pour jeudi prochain, je vais laisser peut-être Marie-Thérèse conclure sur les modalités de cette dernière conférence qui sera un peu particulière car elle sera faite à la fois par le webinaire habituel, mais en même temps pour ceux qui sont dans la région parisienne et s'ils le souhaitent, dans les locaux de la Grande Loge de France, en présence du grand rabbin de France, Raïm Corsia. Marie-Thérèse. Merci Alain Noël. Alors, je voudrais au préalable remercier François Laplantine pour sa présence avec nous ce soir, le remercier pour cette magnifique conférence. Nous avons plein de messages de frères et de sœurs absolument ravis et enthousiasmés par l'ensemble de ces propos. Donc, on les renverra le cas échéant auprès
des livres que vous avez déjà écrits. Vraiment, c'était un grand plaisir de vous avoir, François, vraiment. Je voudrais remercier aussi, alors on a perdu Gaston Paul en chemin, il m'a mis un message, il a perdu la main sur le son, sur l'image, je ne sais pas où il est perdu. Vous savez qu'il a écrit un Dieu perdu dans l'herbe, alors je ne sais pas si on peut le retrouver dans l'herbe, mais pourquoi pas, hein. Merci Heidi également, qui est là-haut dans ces montagnes. Merci vraiment à tous les trois pour cette soirée. Donc, dans la suite de ce que vient de dire Alain Noël, donc la semaine prochaine, l'entretien avec Raïm Corsia se passera de deux manières différentes. Soit webinaire, même chose, donc il n'y a rien de changé. Vous recevrez un lien de la même façon, aucune modification. Par contre, si vous habitez Paris ou la région parisienne, ou si vous êtes de passage à Paris, vous pouvez venir à la Grande Loge de France. Le grand rabbin fera son exposé dans les locaux de la Grande Loge de France. Par contre, vous comprenez bien que pour des questions de sécurité, il faudra vous inscrire. Donc, nous vous ferons passer dans le courant de la semaine des informations pour ceux qui souhaiteraient venir à la Grande Loge de France jeudi prochain pour écouter Raïm Corsia et sur la façon dont il faudra procéder pour pouvoir vous inscrire. En tout état de cause, non, Corsia le Covid, peut-être, je vois une information, Corsia le Covid, oui, mais en fait, nous avons eu tout son entourage, il n'y a pas de souci, il sera la semaine prochaine. Donc, pas de problème pour le webinaire, il se passera de la même manière. Donc, merci. Merci encore aux intervenants, merci encore aux animateurs, merci à Jean-Robert pour la technique, une fois de plus, il nous est précieux, sans lui on ne ferait rien. Et merci à vous tous d'avoir été présents. Nous avons eu environ 200 connexions, ce qui fait que par expérience, il y avait environ 250 personnes devant l'écran. Donc, je crois que entendre et écouter François Laplantine, ça méritait bien ça. Et vraiment, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. 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 Au revoir. Au revoir à tous.